Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Demba Dia. Demba Dia est docteur économique. Il travaille à l'AREM, au laboratoire de recherche économique et monétaire de la FASEC, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Demba, vous allez la semaine prochaine rendre hommage à un économiste qui s'appelle Jean-Michel Servet. C'est qui Jean-Michel Servet? Bonjour Alassane Samba Diop, bonjour mesdames et messieurs les spectateurs. Jean-Michel Servet est un professeur honoraire à l'université de Genève et il a fait toute sa carrière dans des recherches économiques, notamment de terrain, et qui ont débuté en 1970 en Casamance, au Sénégal. Donc en 2000, nous avons voulu, à l'occasion d'une soutenance de thèse où il était venu, à la FASEC justement à l'UCAD, nous avions voulu justement l'inviter et marquer les 50 ans de sa recherche qui ont commencé au Sénégal. Et initialement, nous avions même planifié de le faire simultanément sur Dakar et Ziguinchor, avec donc le partenariat UCAD et UCAO de Ziguinchor. Mais la Covid nous a un peu empêché de tenir cela comme initialement. Donc Jean-Michel Servet est un économiste, professeur d'économie, mais sa particularité est qu'il a souvent fait appel à d'autres disciplines, l'anthropologie, la sociologie. Il est même l'un des fondateurs de la socio-économie. C'est une branche qui hybride un peu, qui mêle économie et sociologie. Et il est un peu un des pères de ce qu'on appelle aujourd'hui la microfinance et un des pères de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un peu toute cette œuvre-là que nous avons voulu saluer, en tenant compte non seulement du fait que Jean-Michel était attaché au Sénégal avec ses recherches, mais aussi Jean-Michel a beaucoup formé et accompagné des chercheurs ou des étudiants africains à l'université de Lyon où il a longtemps été avant d'aller à Genève, puis dans ses différents postes académiques. Oui. Dans la note que vous avez envoyée à la presse sénégalaise, vous dites que Jean-Michel Servet, ce qu'il faisait sur le terrain est totalement différent de l'économie libérale que l'on connaît. Mais c'est quoi la différence? Exactement, c'est d'ailleurs pour cela qu'on a choisi comme thème. Est-ce que la crise de la Covid et la crise actuelle économique est une fenêtre, ouvre des fenêtres pour les approches hétérodoxes? Donc l'approche orthodoxe en économie, c'est tiré de la tradition de Valdras qui a modélisé un peu, mais qui dit modélisation dit simplification du réel. Et donc pour pouvoir traduire en équations simples que l'on peut tester par des méthodes économétriques ou mathématiques, statistiques, et c'est cette démarche orthodoxe, contre cette démarche orthodoxe que Jean-Michel Servet, depuis le début de son travail, s'est un peu érigé. En relevant les limites justement de cette approche, puisqu'elles ne permettent pas de prendre en compte certaines réalités économiques et monétaires vécues. Exemple type, le secteur informel. Exemple type, l'épargne informelle qu'il a commencé à étudier dans les années 80 et dont l'intérêt a fini par donner naissance au mouvement sur la microfinance qui a été sacralisé avec le prix Nobel accordé à Mohamed Younous, le fondateur de la Grameen Bank. Donc c'est un peu de dire l'économie modélisatrice, certes, simplifie le réel pour pouvoir l'expliquer et pour pouvoir donner des recettes, disons, pratiques, rapidement praticables, notamment aux gouvernants, puisque l'économie s'est présentée un peu, en tout cas elle a acquis ce rôle de conseil auprès des pouvoirs. Elle s'appelle économie politique, mais elle s'intéresse beaucoup aux activités du prince. Donc c'est un peu à l'encontre de cette approche qui simplifie trop et de ce fait ne prend plus en compte les aspects anthropologiques, sociologiques et autres dimensions de la monnaie ou de l'économie qui sont en fait imbriquées. Donc c'est un peu ce thème que nous avons voulu mettre sur la balance et inviter des chercheurs à échanger dessus en hommage à Jean-Michel Servet qui sera présent et qui pourra lui aussi apporter ses commentaires et ses discussions sur chacune des contributions
avant d'avoir le mot de la fin dans ses closing remarks. Vous voulez aujourd'hui montrer que l'économie, de façon hétérodoxe, a une dimension holistique. Elle touche la culture, elle touche, elle touche le social, elle touche la façon de vivre des gens, c'est l'économie réelle, comment les gens échangent. Et cette partie de l'économie échappe à l'économie formelle. Exactement. C'est le cas de le dire. Par exemple, dans nos pays qui sont marqués par un dualisme. Le dualisme économique, c'est le fait que vous avez à peu près, disons, 600 000 personnes qui travaillent dans des emplois formels, c'est-à-dire qui ont un bulletin de salaire, qui ont une protection sociale, une retraite, etc. Mais tout le reste de la population active du Sénégal qui travaille est dans le secteur informel. Alors, si vous faites des politiques économiques qui ciblent principalement le secteur formel pour les entreprises formelles ou les administrations, vous êtes un peu à côté du plus gros de la population et donc aussi du plus gros de l'économie. Donc c'est un peu ces dimensions-là que nous invitons les économistes, mais aussi d'autres spécialistes, par exemple la sociologie, l'anthropologie ou d'autres, à venir enrichir pour mieux comprendre les crises actuelles. L'économie de la crise de la pandémie de la Covid a entraîné un certain nombre de changements qui remettent en cause les piliers sur lesquels on pouvait se reposer pour continuer à modéliser comme si de rien n'était. Je donne des exemples. On était arrivé avec la mondialisation à ce que les circuits de valeur d'échange, les circuits d'échange entre les pays, entre les industries, tout cela, répondait maintenant à une logique de globalisation financière et de délocalisation où vous pouviez avoir toute une production qui quitte un continent pour être réalisée dans un autre continent parce que les coûts sont moins chers, les coûts salariés. Mais la crise de la Covid, avec notamment le grand confinement qui l'a suivi, a montré que d'abord ces chaînes de production ne pouvaient plus fonctionner. L'Europe ou des grands pays se sont retrouvés en manque de masques, alors que les masques, la technologie pour faire des masques, c'est pas compliqué. Mais derrière cela, il y a eu 50 ans de libéralisation, de mondialisation, de délocalisation qui ont abouti à ce que les usines qui fabriquaient par exemple du textile en Europe ou aux États-Unis se sont retrouvées délocalisées dans le tiers-monde. Alors quand après vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus transporter de biens, il y a des ruptures dans ces chaînes d'approvisionnement. Et ce sont ces ruptures-là qui ont été aux premières loges de la crise. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'inflation mondiale qui est revenue, nous sommes par exemple au Sénégal à des taux de presque 11% d'inflation à fin septembre. Mais c'est du jamais vu. En 2008-2009, quand on a connu des émeutes de la faim à cause de l'inflation dans tous les mois, c'était 8%. Quand il y avait eu l'augmentation des prix du pétrole et puis les prix alimentaires. Aujourd'hui, nous avons non seulement l'augmentation des prix du pétrole et des prix alimentaires, mais ici nous avons aussi des hausses comme sur le logement ou d'autres postes qui n'étaient pas directement liés à l'étranger. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène nouveau d'inflation qui est en train de changer la manière de penser l'économie. Oui. Mais est-ce que ce changement justement dans l'inflation, dans nos pays, conduit à changer la façon de faire, la façon de voir l'économie, à se recentrer in situ, ce qui se passe ici? Parce qu'on a vu qu'en Europe, quand la Covid a frappé les pays européens, aujourd'hui, il y a un changement de paradigme en Europe. Oui. On parle du retour de l'État au cœur de l'économie, on parle de la réindustrialisation. Effectivement. Mais est-ce que dans nos pays, aujourd'hui, on a pris en compte cette question, cette dimension, pour justement aller vers ça? En tout cas, dans les stratégies qui sont annoncées publiquement, il faut dire qu'elles sont quand même prises en compte. Par exemple, je sais que dans la presse, on a vu que le Fonds 6, suite à la pandémie, a financé, je crois, une usine pour faire des médicaments. Ça, c'est un nouveau phénomène parce qu'il y a une dizaine d'années, on fermait les dernières unités pharmaceutiques au prétexte que c'était moins cher de les importer d'Inde.
Mais pendant ce temps, l'Inde a pu constituer une capacité technologique que nous allons perdre si nous ne ferons pas ça. Donc je vois qu'il y a quand même des programmes qui sont annoncés et qui sont même débutés, qui vont dans ce sens. De la même manière sur la question alimentaire, je sais qu'actuellement l'une des priorités du nouveau gouvernement qui a été installé, dans les annonces en tout cas, c'est la souveraineté alimentaire. Ça montre que, en tout cas au niveau de l'État, il y a eu une prise prise de conscience du fait que la souveraineté alimentaire ne doit pas reposer sur des importations de riz, par exemple. Donc c'est un discours nouveau, c'est des politiques qui sont mises en œuvre, en tout cas qui sont annoncées, qui vont être mises en œuvre probablement. Et je pense que, et même l'industrialisation, c'est un thème aussi qui apparaît dans les... Je crois même qu'il y a un ministère chargé de l'industrialisation. En tout cas, je sais que dans Oui, mais il y a le discours, il y a la réalité sur le terrain. Oui. Ça c'est le gros problème chez nous, dans nos pays. On fait beaucoup de discours, on colle à l'air du temps. Effectivement. Mais sur la réalité du terrain, est-ce qu'effectivement, on travaille à réindustrialiser le Sénégal, on travaille à augmenter les chaînes de production. Par exemple, le riz, tout le monde sait que l'Inde avait décidé de fermer sa frontière pour que ce riz brisé ne soit plus exporté. Même s'il y a quelques jours, on a appris aussi que l'Inde a décidé de lâcher de l'Est. Mais toujours est-il qu'on n'est pas à l'abri d'une crise. Ah oui. Les mêmes effets peuvent couvrir les mêmes causes. Mais est-ce qu'entre-temps, des choses sont faites sur le terrain, il y a eu des surfaces qui sont emblavées, il y a eu des paysans qui descendent sur le terrain, il y a assez d'engrais, il y a assez d'eau, maîtrise de l'eau. Est-ce que réellement c'est fait sur le terrain? Sur le terrain, pour dire vrai, je ne peux pas dire que je me suis intéressé dans le détail aux mesures qui ont été prises et effectivement faites. Cependant, je sais que c'est un discours qui est permanent et je sais que aussi les chiffres de la production agricole qui sont annoncés chaque année semblent s'inscrire dans cette tendance. Mais vraiment, je n'ai pas, vous m'excuserez, je n'ai pas le détail de la mise en œuvre pour être certain que c'est bien ça. Mais c'est l'annonce et c'est quand même un peu corroboré. Si on regarde par exemple sur la production de riz, il semble qu'il y ait eu des progrès. J'ai vu même des gens, je crois le gouvernement ou l'autre gouvernement, se féliciter des résultats qu'il y avait eu dans la production de riz dans la vallée. Est-ce que ce riz de la vallée est consommé par les Sénégalais? Est-ce qu'il est bien commercialisé, etc. Toutes ces questions posent aussi effectivement la question de l'industrialisation derrière. Puisque si le riz n'arrive pas dans le bol du Sénégalais, parce qu'on lui préfère le riz brisé importé, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire entre la production et la mise à disposition des consommateurs. Par exemple, ne serait-ce que pour des questions de cuisson, le riz brisé serait plus facile et moins coûteux en temps à cuisiner pour nos dames. Donc, il faudrait que les processus que les Indiens ou les Thaïlandais et autres font pour arriver à ce riz, qu'on puisse aussi les organiser ici. Et ça, c'est des créations d'emplois derrière. Parce que si vous avez une usine qui enlève les pailles, une autre qui fait la brisure, une autre qui fait les mises en sac, etc., ça fait tout ça, c'est des activités annexes à la production de riz. Et c'est ça qui va vers l'industrialisation. Vous avez parlé tantôt de l'Inde, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un pays qui produit beaucoup. Mais l'Inde, sa particularité, c'est un pays qui a su développer les PME et les PMI, qui a su développer ce qu'on appelle même les TPE, les très petites entreprises familiales. En Inde, dans chaque garage, c'est pratiquement un atelier. Mais pourquoi cette philosophie n'est pas assez ancrée au Sénégal? C'est vrai que quand on regarde l'Inde, il y a eu déjà la évolution du Pendjab. Parce que l'Inde connaissait assez régulièrement des famines qui pouvaient tuer des centaines de milliers, voire plus de personnes. Et quand ils ont décidé de mettre en place un grand programme d'irrigation et d'électrification rurale, ça a eu des effets d'entraînement. Ces deux programmes ont eu des effets d'entraînement sur l'économie rurale déjà. Nous, encore jusque-là, l'économie est urbaine, voire sururbaine, y compris dans les versions informelles. Dans des pays comme l'Inde, on a su construire, donc à travers ces deux gros programmes sur le Pendjab dans les années 50, qui ont mis fin justement aux famines et qui même font que maintenant l'Inde est un grand pays exportateur qui dispose même d'un soft power avec sa capacité
à décider de mettre sur le marché ou à ne pas mettre sur le marché. Et donc à partir de ces deux grands projets structurants, agriculture et donc en même temps mécanisation de l'agriculture, mais aussi irrigation, mais aussi électrification rurale, on est arrivé à créer un certain nombre d'activités qui annexent au plan dans le plan rural même déjà, créent des activités autres que l'agriculture. Et c'est plus facile après d'avoir des activités dans les milieux urbains. Mais si on regarde bien Michel Servet, dans sa philosophie, c'est l'économie du réel. Est-ce qu'il y a une dimension psychologique par rapport à la prise en charge de cette économie? Parce que si vous allez dans un pays aujourd'hui où au Sénégal, tout ce qui est importé éblouit, et ce qu'on a sous nos pieds est négligé, est-ce qu'il y a un travail psychologique qu'il faut faire? C'est vrai que Jean-Michel Servet est même allé jusqu'à étudier les apports des neurosciences et des sciences cognitives pour comprendre des phénomènes d'épargne, des phénomènes de consommation ou de production. Donc effectivement, ces dimensions sont importantes. Elles sont même essentielles, diront certains, pour comprendre quelles sont les motivations de l'agent économique. La théorie standard dit que l'agent économique n'agit que par recherche de l'intérêt. Mais qu'est-ce qui intéresse quelqu'un? Est-ce que c'est seulement le profit? Est-ce que c'est seulement le revenu qu'il gagne? Ou est-ce qu'il y a d'autres déterminants de ce profit? C'est là qu'on touche la dimension psychologique. Les problèmes que vous avez signalés est un problème typique, disons, d'un pays qui a peut-être du mal avec son histoire. Parce que tout cela, si on le regarde bien, c'est une construction de la colonisation. Vous-même, vous devez savoir que le blanc est meilleur que vous. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas être aussi intellectuel que lui. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas travailler aussi bien que lui. Et donc, que les productions qu'il fait sont forcément meilleures que ce que vous faites. Donc, c'est un long travail qu'il faut déconstruire. Maintenant, cette déconstruction, par quoi elle va passer? Est-ce que c'est seulement les mouvements naissants comme France Dégage ou les velléités quand même de nationalisme qu'on sent, de patriotisme? Enfin, c'est un discours qui maintenant est à la mode, en tout cas, surtout chez les jeunes. Peut-être que c'est ça qui peut nous amener vers ces constructions. En 1960, le professeur Moumouni de l'université de Niamey, un contemporain de Cheikh Anta Diop, avait travaillé pour proposer des produits solaires adaptés à nos pays, fours solaires, etc., etc. Il a fallu attendre plus de 40 ans, 60 ans presque, pour maintenant que ces choses-là soient faites maintenant. Mais lui, il avait conçu un four solaire, comment la ménagère peut l'utiliser, un chauffe-eau, toutes les commodités que maintenant, à la faveur de la mode sur l'écologie, tout ça, on importe d'ailleurs. C'est des propositions qu'il avait faites en 1960. Mais ça n'a pas été suivi de... L'État ne l'a peut-être pas accompagné suffisamment, ça n'a pas été élargi aux autres pays, etc. Donc il y a effectivement un travail, peut-être psychologique, sociologique, politique aussi, à faire pour que nos produits nous apparaissent meilleurs. Mais justement, est-ce que pour la réussite des théories comme celle développée par le professeur Jean-Michel Servet, est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça? Est-ce que la déconstruction dont vous parliez tantôt, c'est pas d'aller aussi de revoir la façon dont les gens sont éduqués, la façon dont l'éducation inculque l'instruction à l'école? Si on continue, comme vous l'avez dit, l'histoire enseignée dans nos écoles, c'est que Faidherbe a battu vos parents, c'est que Béhanzin a été battu, c'est que Lat-Dior n'est pas un héros quelque part. Est-ce que ce travail psychologique ne doit pas être fait dans la tête des enfants pour leur permettre d'avoir beaucoup plus de fierté, pour que justement ces théories développées soient de réussite? Est-ce que ce n'est pas subordonné à cela, à un changement radical de l'éducation? En tout cas, l'éducation elle a une place centrale dans tous les mouvements qu'on veut souhaiter, au plan psychologique ou en tout cas de comportement, dans une société. C'est le moyen, le seul qu'on connaisse, en tout cas le principal, pour pouvoir former des générations à une idée, par exemple sur l'écologie ou sur la protection de la nature. Si des enfants, dès le bas âge, sont imprégnés de l'importance de la nature, de l'importance de ne pas la dégrader, que ce soit d'une manière utile ou non d'ailleurs, de l'importance de la préserver, etc., ce sont des éco-citoyens que vous aurez demain. Donc,
c'est effectivement un des rôles de l'éducation. Mais là encore, les spécialistes vont vous dire... Justement, est-ce qu'il n'y a pas un conflit justement, entre ce que veut faire M. le Servet et cette éducation importée qui est mise en place dans nos pays? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit qui fait qu'il a du mal à faire évoluer sa théorie parce que des gens ont été inculqués avec d'autres schèmes de pensée? C'est une limite, c'est clair. C'est une limite, y compris même dans le champ strict des économistes, qui devaient être même peut-être plus ouverts à ce que lui peut dire. C'est une limite, c'est une réalité. Et c'est vrai que la manière dont les gens sont formés, les habitudes intellectuelles qu'ils prennent, jouent un rôle sur même ceux qui sont prêts à entendre, a fortiori à adopter. Donc c'est effectivement un point essentiel. C'est un point essentiel. Mais beaucoup veulent changer justement l'Afrique par rapport à la domination coloniale. Mais ils ne s'attaquent pas au réel problème. Ce sont ces problèmes-là qui n'ont pas été attaqués. Est-ce que justement, cette emprise coloniale, comme on dit, même si les mots sont un peu désuets, mais la mondialisation, c'est une autre façon de faire de la colonisation qui dépasse son nom. Est-ce que justement le fait aujourd'hui que eux, qui sont dans la mondialisation, continuent à travers d'autres intelligences à nous imposer la mondialisation, la colonisation qui dépasse son nom? Est-ce que si on n'arrive pas justement à démanteler cela, on va pédaler dans la semoule? Bon, disons occidentalisation du monde. Comme le dirait Jean-Michel Servet, il a un texte d'ailleurs qui parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a, avec le mouvement de mondialisation, qui est un peu un mouvement d'uniformisation quand même de beaucoup de choses, on arrive aussi à une espèce d'occidentalisation du monde. Vous allez voir maintenant des enfants sénégalais qui étouffent les velléités internes. C'est ça, la dynamique, le conflit entre les forces centrifuges et centripètes, les unes cherchant à uniformiser le monde, à aller tous vers McDonald's, avoir les mêmes produits presque dans tous les marchés. Tout cela participe de cela. Mais dans le même moment aussi, on a des montées de nationalisme. Ce n'est pas seulement chez nous, mais c'est aussi le cas en Europe. C'est aussi même le cas aux États-Unis avec, par exemple, l'élection récente de Trump. Et d'ailleurs, il est toujours crédité d'un certain poids politique. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est mort politiquement. Donc, ça veut dire qu'en même temps qu'il y a de puissantes forces qui poussent à l'uniformisation, à l'occidentalisation du monde et à la mondialisation, il y a aussi des forces qui, par-ci, par-là, en Italie récemment, en Hollande, en Autriche, il n'y a pas longtemps, en France, c'est là depuis 20 ans, ils sont en train d'hésiter à basculer vers l'extrême droite. Donc, ce sont des mouvements aussi bien, et ça arrive aussi chez nous, même les lectures, si on regarde les derniers soubresauts de la démocratie en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Mali, au Burkina ou en Guinée, il y a toujours cette revendication anticoloniale, anti-mondialisation, anti-française qui est derrière, qui est en tout cas mise en avant. Donc ça veut dire que c'est un thème porteur. Mais ces deux mouvements sont encore en conflit. Lequel va l'emporter? L'histoire nous le dira. Un thème porteur, mais est-ce que c'est un thème de rupture? Parce que c'est la même qui prône des fois cette rupture-là. Et ces thèmes porteurs-là sont dans une grande contradiction. Avec leur amour pour l'Occident, et ceux qui viennent de l'Occident, tout en disant aux autochtones, prenez votre indépendance. C'est l'ambivalence de l'être humain. L'être humain veut beaucoup de choses et en même temps des choses contraires. Mais c'est ça, cet équilibre qui fait la beauté de la vie, hein, et qui fait que ce n'est pas manichéen, ce n'est pas tout rouge ou tout noir ou tout blanc. Il y a beaucoup de grisé et c'est ça la vie aussi. Je crois que c'est une ambivalence réelle que vous posez, hein, mais il n'y a pas de solution dessus, puisque en même temps que, comme vous le dites, hein, quelqu'un peut revendiquer quelque chose, mais pourtant avoir aussi d'autres penchants ou d'autres idéaux pour l'autre partie. Hein. Mais l'une des personnes en Afrique qui avait pu faire cette rupture de façon épistémologique, c'était Thomas Sankara. À la tribu des Nations Unies, il a dit cette cotonnade que je porte avec moi, avec ma délégation. Aucun fil ne vient de l'Occident. Tout est fait au Burkina Faso. Quand on regarde effectivement l'expérience de Sankara, notamment en Burkina,
pour y avoir été souvent, je constate que la cotonnade est passée dans les mœurs là-bas. Ça, vraiment, un Burkinabé n'a aucune espèce de gêne. D'ailleurs, le dernier président, Roch Marc Christian Kaboré, je ne me rappelle même pas de l'avoir vu en costume une seule fois. C'est toujours les façons d'Anfani qu'il met. Donc, c'est quelque chose qui est réel. Mais en même temps, si vous allez à Ouagadougou, ça ressemble beaucoup à Abidjan. C'est le même foisonnement, c'est les mêmes lieux de loisirs, etc. Les pâtisseries, voilà. Donc, il y a certes cet appel peut-être à l'authenticité et tout, mais aussi, vous allez voir les 4x4, etc. C'est les gens aspirent aux mêmes choses, un peu. Merci infiniment Demba Dia d'avoir été venu sur ce plateau de ITV. Je rappelle que vous êtes docteur en économie, que vous êtes au laboratoire de recherche économique et monétaire, l'AREM, qui est à la FASEC, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Que nous parlions avec vous de Jean-Michel Servet, qui a travaillé sur l'économie réelle au Sénégal, qui a été en Casamance, qui a travaillé auprès des populations, en montrant qu'on peut travailler, faire de l'économie, gagner sa vie avec les choses réelles, contrairement à l'économie modélisée, comme vous l'avez dit, proposée par l'Occident. Et c'est cette économie qui a permis de créer l'économie solidaire, qui a poussé jusqu'à ce qu'il y ait un prix Nobel de la paix, Younous, qui l'avait gagné, pour montrer qu'avec la base, qu'on peut faire de l'économie. Et c'est une inspiration aujourd'hui qu'il faut apporter aux pays africains pour faire face à la Covid et aux conséquences de la guerre ukrainienne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.